Chapitre 4. Depuis qu'il y a des sentiments. De la joie et de la tristesse. Maintenant que nous sommes armés d'une conception préliminaire de ce que peuvent être les sentiments, il est temps de nous demander à quoi ils servent. Pour tenter de répondre à cette question, il peut être utile de commencer par réfléchir à la façon dont la joie et la tristesse, les deux emblèmes de notre vie affective, s'accomplissent et ce qu'elles représentent. Les choses commencent par la présentation d'un objet adapté, le stimulus émotionnellement compétent. Le traitement de ce stimulus, dans le contexte spécifique dans lequel il apparaît, conduit à la sélection et à l'exécution d'un programme émotionnel préexistant. En retour, l'émotion donne lieu à la construction d'un ensemble particulier de cartes neurales de l'organisme auxquelles les signaux venus du corps propre contribuent grandement. Les cartes ayant certaines configurations sont la base de l'état mental que nous appelons la joie et de ses variantes, état qui s'apparente à une partition composée avec la clé de plaisir. D'autres cartes constituent la base de l'état mental que nous appelons la tristesse, laquelle, selon la définition étendue de Spinoza, inclut des états négatifs comme la colère, la peur, la culpabilité et le désespoir. Ce sont un peu des partitions composées avec la clé de la douleur. Les cartes associées à la joie signifient des états d'équilibre de l'organisme. Ces états peuvent survenir réellement ou sur le mode du « comme si ». Des états joyeux signifient que la coordination physiologique est optimale et que le cours des opérations vitales glisse. Non seulement ils favorisent la survie, mais aussi la survie dans le bien-être. Les états de joie sont aussi définis par une plus grande aisance à agir. On peut être d'accord avec Spinoza pour dire que la joie, laetitia en latin, est associée à une transition de l'organisme vers une plus grande perfection. Au sens de plus grande harmonie fonctionnelle sans doute, et aussi au sens de pouvoir et de liberté d'agir accrue. Nous ne devons toutefois pas oublier le fait que les cartes de la joie peuvent être falsifiées par une foule de drogues et ne représentent donc pas l'état réel de l'organisme. Certaines des cartes sous drogue peuvent refléter une amélioration transitoire des fonctions de l'organisme. Au bout du compte, cependant, l'amélioration s'avère intenable en termes biologiques et elle prélude à une dégradation fonctionnelle. Les cartes liées à la tristesse, au sens large et étroit du terme, sont associées à des états de déséquilibre fonctionnel. L'aisance de l'action se trouve réduite. Une forme de douleur apparaît, des signes de maladie ou de désordre physiologique, tout cela indique que la coordination des fonctions vitales n'est pas optimale. Si on y fait attention, cette situation peut conduire à la maladie et à la mort. Dans la plupart des circonstances, les cartes corporelles de la tristesse reflètent l'état réel de l'organisme. Il n'existe pas de drogue censée induire la tristesse et la dépression. D'ailleurs, qui voudra en prendre et à plus forte raison en abuser? Mais les drogues induisent tristesse et dépression lors du rebond qui suit les pics de joie qu'elles produisent tout d'abord. Par exemple, on a rapporté que l'ecstasy donne lieu à des pics qui se caractérisent par un état tranquille et agréable et des pensées douces correspondantes. Cependant, l'usage répété de cette drogue induit des dépressions de plus en plus graves, qui font suite aux pics de moins en moins agréables. L'opération normale du système sérotoninergique semble être directement affectée, et cette drogue, que beaucoup d'utilisateurs considèrent comme sûre, s'avère être assez dangereuse. Conformément à ce que dit Spinoza de la Tristitia, les cartes de la tristesse sont associées à la transition de l'organisme vers un état de moindre perfection. Le pouvoir et la liberté d'agir se trouvent diminués. Selon la conception spinoziste, la personne qui est en proie à la tristesse est en fait coupée de son conatus, de la tendance à la préservation d'elle-même. Cela s'applique certainement aux sentiments qu'on rapporte dans les cas de dépression grave et dont le suicide est la conséquence ultime. On peut considérer la dépression comme faisant partie du syndrome maladif. Les systèmes endocrines et immunologiques participent de la dépression durable, comme si un agent pathogène tel qu'une bactérie ou un virus envahissait l'organisme afin de causer une maladie. Isolément, des situations de tristesse, de peur ou de colère n'ont guère de chance d'occasionner la spirale maladive vers le bas de la dépression. Il s'avère cependant que toute occasion d'émotions négatives et de sentiments négatifs subséquents place l'organisme dans un état qui va au-delà de sa gamme ordinaire d'opérations. Lorsque l'émotion est la peur,
l'état particulier qui en résulte peut être avantageux, pourvu que la peur soit justifiée et ne soit pas le résultat d'une appréciation incorrecte de la situation ou le symptôme d'une phobie. La peur justifiée est une excellente police d'assurance, bien sûr. Elle a sauvé et amélioré de nombreuses vies. Mais se mettre en colère ou plonger dans la tristesse est moins utile, à titre personnel ou d'un point de vue social. Évidemment, la colère ciblée peut décourager des abus de toutes sortes et agir comme une arme défensive. Dans de nombreuses situations sociales et politiques, cependant, la colère est aujourd'hui un bon exemple d'émotion dont la valeur homéostatique est en déclin. La même chose vaut pour la tristesse, qui est une contrefaçon de pleurnicher pour s'attirer réconfort et soutien. Cependant, la tristesse peut protéger dans les bonnes circonstances, par exemple quand elle aide à s'adapter à la perte de quelqu'un. À long terme, toutefois, elle est néfaste par cumul et peut dans ce cas devenir un cancer de l'âme. Les sentiments peuvent donc être des senseurs mentaux de l'intérieur de l'organisme, des témoins de la vie qui va. Ce sont aussi nos sentinelles. Ils font savoir à notre soi conscient, fugace et étroit, ce qu'il en est de l'état vécu par notre organisme à un moment donné. Ce sont les manifestations mentales de l'équilibre et de l'harmonie, du déséquilibre et de la discorde. Ils ne renvoient pas à l'harmonie ou à la discorde des objets ou des événements dans le monde extérieur, mais à celles qui caractérisent le fond même de notre chair. La joie et la tristesse, ainsi que d'autres sentiments, sont des idées du corps qui s'efforcent de manœuvrer pour atteindre des états de survie optimales. La joie et la tristesse sont des révélations mentales de l'état du processus vital, sauf lorsque des drogues ou une dépression portent atteinte à la fidélité de cette révélation, bien qu'on puisse soutenir que le mal-être révélé par la dépression est après tout fidèle à l'état réellement vécu. Comme il est étonnant que les sentiments soient les témoins de l'état vécu au fond de nous. Lorsqu'on essaie de relire l'évolution et de découvrir les origines des sentiments, il est légitime de se demander si témoigner de la vie dans notre esprit est la raison pour laquelle ils ont prévalu en tant que caractéristique déterminante des êtres vivants complexes. Sentiments et comportement social. Il semble de plus en plus attesté que les sentiments ainsi que les appétits et les émotions qui les causent le plus souvent jouent un rôle décisif dans le comportement social. Dans un grand nombre d'études publiées au cours des 10 dernières années, notre équipe de recherche et d'autres ont montré que lorsque des individus auparavant normaux ont une lésion des régions nécessaires pour que se manifestent certaines classes d'émotions et de sentiments, leur aptitude à gouverner leur vie sociale se trouve extrêmement perturbée. Leur capacité à prendre les bonnes décisions est compromise dans des situations aux résultats incertains, comme de procéder à un investissement financier ou de débuter une relation importante. Les contrats sociaux s'écroulent. Souvent, les mariages se brisent, les relations entre parents et enfants se tendent, et l'emploi est perdu. Après qu'est devenue leur lésion cérébrale, ces patients ne sont en général plus capables de conserver leur statut social antérieur, et tous cessent d'être indépendants financièrement. Ils ne deviennent pas toujours violents, et leurs comportements inappropriés n'ont pas forcément tendance à enfreindre la loi. Pour autant, le bon gouvernement de leur vie est profondément affecté. Il semble que si on les abandonnait à eux-mêmes, leur survie bienheureuse serait remise en question. Le patient typique de cet état était un individu dur à la peine, qui avait bien réussi, avait un bon travail et gagnait bien sa vie avant d'être malade. Plusieurs patients que nous avons étudiés étaient très impliqués dans la vie sociale et même perçus par les autres comme des notables. Après une lésion préfrontale, une personne complètement différente émerge. Le patient restait assez doué pour avoir un emploi, mais on ne pouvait pas compter sur lui pour être fiable ou exécuter toutes les tâches nécessaires pour accomplir une mission. L'aptitude à planifier ses activités était touchée au jour le jour, comme à long terme. La planification financière était fortement compromise. Le comportement social est un domaine particulièrement difficile. Il n'est pas aisé à ces patients de déterminer qui est fiable et d'orienter son comportement futur en fonction de cela. Ces patients ne sentent pas ce qui est socialement convenable. Ils méprisent les conventions sociales et peuvent violer les règles éthiques.
Leur conjoint note un certain manque d'empathie. La femme de l'un de nos patients faisait observer que son mari, qui réagissait auparavant avec attention et affection chaque fois qu'elle était énervée, faisait désormais preuve d'indifférence dans les mêmes circonstances. Les patients connus avant leur maladie pour s'intéresser à des projets sociaux ou pour leur aptitude à conseiller des amis et des proches en difficulté ne montrent plus d'inclination à être aidants. En matière pratique, ce ne sont plus des êtres humains indépendants. Quand nous nous sommes demandé pourquoi cette tragique situation apparaissait, nous avons découvert beaucoup de réponses étonnantes. La cause immédiate du problème est une lésion cérébrale dans une région bien précise. Dans la plupart des cas graves et révélateurs, ceux dans lesquels les troubles du comportement social dominent le tableau clinique, on trouve une lésion de certaines régions du lobe frontal. La zone préfrontale, en particulier la partie appelée ventromédiane, est impliquée dans la plupart de ces cas, voire dans tous. Une lésion limitée au secteur latéraux-gauche du lobe frontal ne cause pas ce problème, bien que je connaisse au moins une exception, une lésion limitée au secteur latéral droit SI. Une lésion de certaines autres régions cérébrales, en particulier le secteur pariétal de l'hémisphère droit, cause un problème similaire bien que moins net, au sens où d'autres symptômes neurologiques importants sont aussi présents. Les patients souffrant d'une lésion pariétale et ayant des problèmes comparables sont en général paralysés du côté gauche du corps, au moins en partie. Les patients ayant une lésion du secteur ventromédian, du lobe frontal, ont ceci de particulier que leurs problèmes semblent limités à leur étrange comportement social. Pour le reste, ils semblent normaux. Le comportement de ces patients souffrant de lésions préfrontales n'a cependant plus rien à voir avec la façon dont ils agissaient avant ce trouble neurologique. Ils prennent des décisions qui ne sont avantageuses, ni pour eux, ni pour leurs proches. Et pourtant, ils semblent intellectuellement intacts. Ils parlent normalement, se déplacent normalement et n'ont pas de problème de perception visuelle ou auditive. Ils sont attentifs dans la conversation, ils apprennent et se remémorent les faits qui leur arrivent, ils se souviennent des conventions et des règles qu'ils enfreignent tous les jours, et ils comprennent même, quand quelqu'un attire leur attention, qu'ils les ont enfreintes. Au sens technique du terme, ils sont intelligents, c'est-à-dire qu'ils obtiennent des notes élevées aux mesures de QI. Ils peuvent résoudre des problèmes logiques. Longtemps, on a tenté de rendre compte de la mauvaise prise de décision de ces patients sur la base d'erreurs cognitives. Peut-être leur problème relevait-il de l'apprentissage ou du rappel du matériau nécessaire pour se comporter convenablement. Peut-être leur problème venait-il du fait qu'ils raisonnaient mal sur ce matériau. Ou peut-être la difficulté était-elle aussi simple que de garder à l'esprit, pendant la période nécessaire, toutes les prémices du problème qui devaient être prises en considération pour parvenir à une solution correcte. Cette fonction qui s'appelle mémoire de travail. Aucune de ces explications n'était satisfaisante toutefois. En quelque sorte, la majorité de ces patients n'avaient pas de problème majeur quant à toutes ces capacités présumées endommagées. Il est assez déconcertant d'entendre l'un de ces patients raisonner intelligemment et réussir à résoudre un problème social spécifique lorsqu'on le lui présente en laboratoire, comme test, sous la forme d'une situation hypothétique. Or, le problème peut précisément être du même type que celui qu'il n'a pas pu résoudre dans la vie réelle, en temps réel. Ces patients ont une connaissance développée des situations sociales qu'ils traitent si stupidement dans la réalité. Ils connaissent les données du problème, les options qui s'offrent à eux pour agir, les conséquences probables de ces actions immédiatement et à long terme, et ils savent comment évoluer logiquement dans ces connaissances. Mais tout cela ne leur sert à rien quand ils en ont le plus besoin dans le monde réel. Au cœur de la prise de décision. À force d'étudier ces patients, j'ai fini par me dire qu'il était possible que leur défaut de raisonnement ne soit pas lié d'abord à un problème cognitif, mais plutôt à un déficit en relation avec l'émotion et le sentiment. Deux facteurs ont contribué à cette hypothèse. Premièrement, il y avait le fait qu'on n'arrivait pas à rendre compte de leurs problèmes en faisant appel aux fonctions cognitives les plus évidentes. Deuxièmement et surtout, j'ai pris conscience du degré de platitude de ces patients au niveau de leurs émotions sociales. J'ai en particulier été frappé par le fait que, chez eux, les émotions comme l'embarras, la sympathie et la culpabilité semblaient réduites ou absentes. Je me sentais plus triste et plus embarrassé par les histoires personnelles qu'ils me racontaient qu'ils ne semblaient l'être.
C'est ainsi que j'en suis venu à l'idée selon laquelle le défaut de raisonnement que manifestaient ces patients, leur difficulté à gouverner leur vie, pouvait être dû au fait que la transmission de signaux liés à l'émotion était endommagée chez eux. Lorsqu'ils tombaient sur une situation donnée, lorsqu'ils étaient confrontés aux options qui se présentaient à eux pour agir aux représentations mentales des résultats des actions possibles, ils ne parvenaient pas à activer une mémoire émotionnelle qui les aurait aidés à choisir parmi plusieurs possibles les options avantageuses. Ces patients n'utilisaient pas l'expérience émotionnelle qu'ils avaient accumulée au cours de leur vie. Les décisions prises dans ces circonstances donnaient des résultats erratiques, voire négatifs, en particulier en ce qui concernait les conséquences futures. Ce handicap était particulièrement remarquable dans les situations impliquant des options nettement opposées et des résultats incertains. Choisir un métier, décider de se marier ou non, se lancer dans de nouvelles affaires. Voilà des exemples de décisions où les résultats sont incertains, même si on se prépare minutieusement à prendre sa décision. On doit choisir entre des options concurrentes, et les émotions et les sentiments tombent à pic dans ces circonstances. Quel rôle l'émotion et le sentiment jouent-ils dans la prise de décision ? La réponse est que ce rôle est multiple, subtil, et en même temps pas si subtil que cela, pratique et en même temps pas si pratique que cela. Tout cela expliquant qu'émotion et sentiment non seulement jouent dans le processus du raisonnement, mais jouent même de façon indispensable. Songez par exemple qu'à mesure que vous accumulez des expériences personnelles, vous vous formez diverses catégories de situations sociales. La connaissance que nous emmagasinons à propos de ces expériences vécues comprend 1. Les faits en question qui nous sont présentés, 2. L'option choisie pour résoudre le problème, 3. Le résultat factuel de cette solution et ce qui est important, 4. Le résultat de cette solution en termes d'émotions et de sentiments. Par exemple, le résultat immédiat de l'action choisie apportait-il une punition ou une récompense ? En d'autres termes, était-il accompagné d'émotions et de sentiments de douleur ou de plaisir, de tristesse ou de joie, ou de honte ou d'orgueil ? Tout aussi important, le résultat futur des actions se traduisait-il par une punition ou par une récompense, nonobstant le caractère positif ou négatif du résultat immédiat ? Qu'en était-il à long terme ? Ces conséquences futures négatives ou positives résultaient-elles de cette action de prise ? Par exemple, rompre ou débuter une certaine relation s'était-il avéré bénéfique ou désastreux ? L'accent mis sur les résultats futurs attire l'attention sur quelque chose de très particulier dans le comportement humain. L'une des principales caractéristiques du comportement humain civilisé consiste à penser dans l'avenir. Nos connaissances accumulées et notre aptitude à comparer passé et présent nous ont ouvert la possibilité de prendre en compte l'avenir, de le prédire, de l'anticiper en le simulant, de le façonner d'une façon aussi bénéfique que possible. Nous échangeons des gratifications immédiates et différons notre plaisir de l'instant contre un avenir meilleur, et nous faisons des sacrifices sur les mêmes bases. Comme nous l'avons dit plus haut, chaque expérience au cours de notre existence s'accompagne d'un certain degré d'émotion. C'est particulièrement évident à l'égard de problèmes sociaux et personnels importants. Que l'émotion en question soit une réponse à un stimulus établi par l'évolution, comme c'est souvent le cas dans la sympathie, ou à un stimulus appris, comme dans le cas de l'appréhension acquise par association avec un stimulus originel de peur, peu importe. Les émotions positives et négatives, et les sentiments qui s'ensuivent, deviennent des composants obligés de nos expériences sociales. L'idée prévaut alors qu'au cours du temps, nous faisons plus que de simplement répondre de façon automatique aux composantes d'une situation sociale au moyen de notre répertoire d'émotions sociales innées. Sous l'influence des émotions sociales, de la sympathie et de la honte à l'orgueil et à l'indignation, et de celles qui sont induites par une punition et une récompense, variantes de la tristesse et de la joie, nous catégorisons progressivement les situations que nous vivons, la structure des scénarios, leurs composantes, leur signification en termes de récits personnels. Surtout, nous connectons les catégories conceptuelles que nous formons, mentalement et au niveau neural associé, avec l'appareil cérébral qui sert à déclencher les émotions. Par exemple, différentes options d'action et différents résultats futurs deviennent associés à différentes émotions, sentiments. En vertu de ces associations, lorsqu'une situation correspondant au profil d'une certaine catégorie est revisitée dans notre expérience, nous déployons rapidement et automatiquement
les émotions qui conviennent. En termes neuraux, ce mécanisme fonctionne ainsi. Lorsque les circuits situés dans les cortex sensoriels postérieurs et dans les régions temporales et pariétales traitent une situation qui appartient à une catégorie conceptuelle donnée, les circuits préfrontaux ayant des enregistrements pertinents pour cette catégorie d'événements deviennent actifs. Ensuite survient l'activation des régions qui déclenchent les signaux émotionnels idoines, comme les cortex préfrontaux ventromédians, grâce à une liaison acquise entre cette catégorie d'événements et les réponses passées qui sont de l'ordre de l'émotion et du sentiment. Ce dispositif nous permet de connecter des catégories propres à nos connaissances sociales, acquises ou affinées par expérience, avec l'appareil inné et génétiquement hérité des émotions sociales et de leurs sentiments subséquents. Parmi les émotions-sentiments, j'accorde une importance particulière à celles qui sont associées aux résultats futurs de nos actions, parce qu'elles témoignent d'une prédiction de l'avenir, d'une anticipation des conséquences de nos actions. C'est là un bon exemple, incidemment, de la façon dont les juxtapositions naturelles engendrent de la complexité, de la manière dont le fait de mettre ensemble les bons éléments produit davantage que leur simple somme. Les émotions et les sentiments ne sont pas des boules de cristal dans lesquelles lire l'avenir. Cependant, dans le bon contexte, ils présagent de ce qui peut être bon ou mauvais dans un avenir plus ou moins proche. Le déploiement de ces émotions-sentiments anticipatrices peut être partiel ou complet, déclaré ou implicite. Ce qu'effectuent les mécanismes. Le retour du signal émotionnel effectue un grand nombre de tâches importantes. Ouvertement ou à couvert, il attire l'attention sur certains aspects du problème et améliore ainsi la qualité du raisonnement à son propos. Quand le signal est explicite, il produit des signaux d'alarme automatisés concernant les options d'action qui ont des chances de donner des résultats négatifs. Un sentiment au ventre peut vous suggérer d'éviter un choix qui, dans le passé, a eu des conséquences négatives et ce, sans que vous ayez besoin que votre raisonnement vous dise précisément « à éviter ». Le signal émotionnel peut aussi produire le contraire d'un signal d'alarme et dicter de passer vite à une certaine option parce que, dans l'histoire du système, elle a été associée à un résultat positif. En bref, le signal marque les options et les résultats d'un indice positif ou négatif qui réduit l'espace de prise de décision et augmente la probabilité pour que l'action se conforme à l'expérience passée. Parce que les signaux sont reliés au corps, j'appelle ces idées hypothèses du marqueur somatique. Le signal émotionnel n'est pas un substitut du raisonnement proprement dit. Il joue un rôle auxiliaire et accroît l'efficacité du processus de raisonnement et l'accélère. Parfois, il peut même rendre le raisonnement presque superflu, comme lorsque nous rejetons immédiatement une option qui causerait un désastre, ou au contraire, lorsque nous nous précipitons sur une occasion favorable sur la base d'une forte probabilité de succès. Dans certains cas, le signal émotionnel peut être assez fort et donner lieu à une réactivation partielle d'une émotion comme la peur ou le bonheur, suivi par le sentiment conscient correct de cette émotion. C'est le mécanisme probable du sentiment au ventre, qui repose sur ce que j'appelle une boucle corporelle. Cependant, le signal émotionnel a des modes subtils d'action, et c'est sans doute ainsi que les signaux émotionnels font leur travail la plupart du temps. Premièrement, il est possible de produire des sentiments au ventre sans utiliser réellement le corps, en s'appuyant sur la boucle quasi-corporelle que j'ai analysée au chapitre précédent. Deuxièmement et surtout, le signal peut opérer entièrement sous le radar de la conscience. Il peut produire des altérations de la mémoire de travail, de l'attention, du raisonnement, de sorte que le processus de décision soit biaisé en faveur de la sélection de l'action la plus apte à donner le meilleur résultat possible, vu l'expérience antérieure. L'individu peut ne même pas avoir conscience de cette opération qui s'accomplit à couvert. Dans ces conditions, nous avons l'intuition d'une décision et la prenons vite et efficacement, sans avoir conscience des étapes intermédiaires. Notre équipe de recherche et d'autres ont accumulé des preuves substantielles de ces mécanismes. Du reste, la sagesse populaire a depuis longtemps remarqué le lien qui existe entre cette opération et le corps. Les intuitions qui orientent notre comportement dans la bonne direction, ce sont souvent ce qu'on appelle le cœur, comme dans la formule « je sais au fond de mon cœur que c'est ce qu'il faut faire ». Le mot portugais pour désigner l'intuition est d'ailleurs palpite,
qui est très voisin de palpitation, forme d'accélération des battements du cœur. Bien qu'elle ait rarement été dominante, l'idée selon laquelle les émotions sont intrinsèquement rationnelles remonte à il y a longtemps. Aristote comme Spinoza pensaient que certaines émotions au moins, quand il le fallait, étaient rationnelles. Et c'était aussi le cas de David Hume et d'Adam Smith d'une certaine manière. Les philosophes contemporains, Ronald de Souza et Martha Nussbaum, ont aussi défendu l'idée de la rationalité de l'émotion. Dans ce contexte, le terme « rationnel » ne renvoie pas à un raisonnement logique et explicite, mais plutôt à une association avec des actions et des résultats qui sont bénéfiques pour l'organisme témoignant de ces émotions. Les signaux émotionnels rappelés ne sont pas en et pour eux-mêmes rationnels, mais ils favorisent des résultats qui auraient pu être obtenus de façon rationnelle. Un meilleur terme pour désigner cette propriété pourrait être « raisonnable », comme l'a suggéré Stefan Heck. Rupture dans le mécanisme normal. Comment une lésion cérébrale chez les adultes auparavant normaux engendre-t-elle des déficits dans le comportement social qui viennent d'être décrits ? La lésion cause 2 handicaps complémentaires. Elle détruit la région qui déclenche les émotions, là où les commandes présidant au déploiement des émotions sociales en général se trouvent, et elle détruit la région voisine, qui sous-tend le lien acquis entre certaines catégories de situations et l'émotion qui sert pour orienter l'action en termes de conséquences futures. Le répertoire d'émotions sociales automatisées que nous avons hérité ne peut se déployer en réponse aux stimuli émotionnellement compétents, non plus que les émotions que nous avons appris à connecter avec certaines situations au cours de notre expérience individuelle. La gravité de ce défaut varie selon les patients. Cependant, dans tous les cas, le patient devient incapable de produire avec fiabilité les émotions et les sentiments associés à des catégories bien précises de situations sociales. Le recours à des stratégies de comportement coopératives semble bloqué chez les patients souffrant de lésions des régions cérébrales comme le lobe frontal ventromédian. Ils ne parviennent pas à exprimer d'émotions sociales et leur comportement ne respecte plus le contrat social. Leurs performances à l'occasion de certaines tâches qui dépendent du déploiement d'une sagesse sociale sont anormales. Qui plus est, le recours à des stratégies coopératives chez les individus normaux engage les relations frontales ventromédianes, comme l'ont montré des études par imagerie fonctionnelle au cours desquelles on demandait aux patients de résoudre le dilemme du prisonnier. Tâche expérimentale qui distingue bien les personnes coopératives de celles qui ne sont pas fiables. Au cours d'une étude récente, la capacité à coopérer a aussi suscité l'activation de régions impliquées dans la libération de la dopamine et le comportement de plaisir, ce qui témoigne du fait que cette vertu est sa propre récompense. Vu l'état de nos patients adultes, on aurait pu être tenté de prédire que toute leur connaissance sociale intacte et toute la pratique servant à résoudre des problèmes sociaux avant que surviennent leurs lésions cérébrales auraient été suffisantes pour leur assurer un comportement social normal. Mais ce n'est pas si simple. La connaissance factuelle du comportement social implique la machinerie de l'émotion et du sentiment pour s'exprimer normalement. La myopie en ce qui concerne l'avenir causé par une lésion préfrontale a un équivalent chez ceux qui modifient leurs sentiments normaux en prenant des narcotiques ou de grandes quantités d'alcool. Les cartes vitales qui en résultent sont systématiquement fausses et désinforment le cerveau et l'esprit quant à l'état réel du corps. Pourtant, cette distorsion n'est-elle pas un avantage ? Qu'y a-t-il de mal dans le fait de se sentir bien et d'être heureux ? Il semble malheureusement que ce ne soit pas si bien que cela, si le bien-être et le bonheur divergent de façon importante et chronique par rapport à ce que le corps rapporterait dans des conditions normales au cerveau. En effet, en cas d'addiction, les processus de prise de décision ne fonctionnent pas bien et les addicts prennent progressivement des décisions de moins en moins avantageuses pour eux et pour leurs proches. L'expression « myopie en ce qui concerne l'avenir » décrit bien cet état de fait. Si on n'y veille pas, il conduit invariablement à une perte d'indépendance sociale. On pourrait soutenir qu'en cas d'addiction, les handicaps induits dans la prise de décision pourraient être dus à l'action directe des drogues sur les systèmes neuraux qui assurent la cognition en général, plutôt que le sentiment en particulier. Mais cette explication serait encore trop généreuse. Sans aide, le bien-être des addicts disparaît presque complètement, sauf pendant les périodes où les substances dont ils abusent créent des occasions de plus en plus courtes de plaisir. Il me semble que la chute libre, qu'est la vie des addicts,
commence par une suite des distorsions créées dans le sentiment et des handicaps de décision qui s'ensuivent, bien que les indispositions physiques produites par la prise chronique de drogue causent d'autres maladies et souvent la mort. Les lésions du cortex préfrontal chez les tout-petits. Les découvertes et les interprétations concernant les patients adultes atteints au lobe frontal sont encore mises en lumière par la description récente de personnes âgées d'une vingtaine d'années qui avaient été atteintes très jeunes d'une lésion comparable. Mes collaborateurs Steven Anderson et Anna Damasio ont découvert que ces patients sont, par bien des aspects, semblables à ceux qui ont eu une lésion à l'âge adulte. Comme dans ce cas, ils ne manifestent pas de sympathie, d'embarras ou de culpabilité, et ils semblent n'avoir pas connu ces émotions et les sentiments correspondants pendant toute leur existence. Toutefois, on note aussi de remarquables différences. Les patients dont la lésion cérébrale est survenue au cours de leurs premières années de vie ont un défaut encore plus grave de comportement social et, ce qui est plus important, ils semblent ne jamais avoir appris les conventions et les règles qu'ils violent. Un exemple permettra de mieux le comprendre. La toute première patiente de ce type que nous avons étudiée avait 20 ans quand nous l'avons rencontrée. Sa famille était très à l'aise et stable. Ses parents n'avaient pas d'historique de maladie neurologique ou psychiatrique. Elle avait été blessée à la tête après s'être fait renverser par une voiture à l'âge de 15 mois, mais elle s'était remise en quelques jours. Aucun comportement anormal n'avait été observé jusqu'à 3 ans, lorsque ses parents ont remarqué qu'elle ne répondait pas aux punitions verbales et physiques. Son attitude était très différente du comportement de ses frères et sœurs, qui sont devenus des adolescents et des jeunes gens normaux. Lorsqu'elle a eu 14 ans, son comportement était si gênant que ses parents l'ont placée un temps dans un institut spécialisé. À l'école, elle était très capable, mais ne parvenait jamais à faire ce qu'on lui demandait. Son adolescence avait été marquée par son incapacité à respecter toute forme de règles et par de fréquents conflits avec ses camarades et les adultes. Elle abusait verbalement et physiquement des autres. Elle mentait de façon chronique. Plusieurs fois, elle avait été arrêtée pour vol à la tire ou pour des larcins aux autres enfants et dans sa famille. Elle avait très jeune eu un comportement sexuel à risque et était tombée enceinte à 18 ans. Une fois le bébé né, son comportement maternel avait été marqué par l'indifférence aux besoins de son enfant. Elle était incapable d'exercer un quelconque emploi par manque de fiabilité et violation des règlements. Elle n'exprimait jamais de culpabilité ou de remords pour un comportement inadapté, ni de sympathie pour les autres. Elle rendait toujours les autres responsables de ses difficultés. Un suivi comportemental et des psychotropes restaient sans effet. Après s'être retrouvée plusieurs fois en situation de risque physique et financier, elle était devenue dépendante de ses parents et des organismes sociaux pour subvenir à ses besoins et veiller à ses affaires personnelles. Elle n'avait aucun projet et aucun désir de trouver un emploi. On n'avait jamais diagnostiqué de lésion cérébrale chez cette jeune femme. Son ancienne blessure à la tête avait été littéralement oubliée. Toutefois, ses parents se sont posés des questions et sont venus nous voir. Grâce à un scanner par résonance magnétique de son cerveau, nous avons découvert, comme prévu, une lésion cérébrale comparable à celle de patients atteints au lobe préfrontal. Nous avons étudié des patients semblables et, chez tous, nous avons observé la même association entre déficit du comportement social et lésion préfrontale. Notre équipe développe d'ailleurs des programmes de rééducation pour les patients de ce type. Il n'est pas question de laisser entendre que tous les adolescents qui ont un comportement similaire souffrent d'une lésion cérébrale non diagnostiquée. Cependant, il est probable que beaucoup de gens ayant des comportements similaires qui ne sont pas dus à la même cause ont un dysfonctionnement du système cérébral qui a entraîné une lésion chez nos patients. Il peut être dû à un défaut de fonctionnement microscopique des circuits neuraux. Il peut tenir à diverses causes, transmission chimique anormale pour des raisons génétiques ou bien facteurs sociaux et éducatifs. Vu les éléments cognitifs et neuraux discutés plus haut, on peut comprendre pourquoi une lésion survenant dans la région préfrontale très tôt au cours de la vie a des conséquences dévastatrices. La première raison est que les émotions et les sentiments sociaux innés ne se déploient pas normalement. Cela conduit les jeunes patients
à avoir des interactions anormales avec autrui. Ils réagissent mal dans quantité de situations sociales et, en retour, les autres réagissent mal à leur égard. Ces jeunes patients développent une conception bancale du monde social. Deuxièmement, ils ne parviennent pas à acquérir un répertoire de réactions émotionnelles modulées par des actions antérieures spécifiques. Parce que l'apprentissage d'une connexion entre une action particulière et ses conséquences émotionnelles dépend de l'intégrité de la région préfrontale. L'expérience de la douleur, qui fait partie de la punition, se trouve alors déconnectée de l'action qui a causé la punition. Dès lors, il n'existe pas de souvenir de leur conjonction pour un usage futur. De même pour les aspects agréables de la récompense. Troisièmement, leur connaissance personnelle du monde social est déficiente. La catégorisation des situations, celle des réponses adéquates et inadéquates, ainsi que l'établissement de la connexion des conventions et des règles sont distordus. Et si tout le monde? Il n'est guère douteux que l'intégrité de l'émotion et du sentiment est nécessaire pour le comportement social humain normal. Je veux dire, pour le comportement social qui se conforme aux règles éthiques et aux lois, et qu'on peut décrire ainsi. On frémit de penser à quoi ressemblerait le monde d'un point de vue social s'il n'y avait pas une petite minorité de la population qui souffrait de lésions du lobe frontal. On tremblerait encore plus si on imaginait une population de patients ayant eu des lésions du lobe frontal très tôt au cours de leur vie. Ce serait assez terrible si ces patients étaient nombreux aujourd'hui. Comment le monde aurait-il évolué si l'humanité était apparue dans une population privée de l'aptitude à réagir aux autres avec empathie, attachement, embarras et autres émotions sociales dont on sait qu'elles sont présentes sous forme simple chez certaines espèces non humaines? On pourrait être tenté d'écarter de façon sommaire cette expérience de pensée en disant qu'une telle espèce se serait bien vite éteinte. N'allez pas si vite cependant, puisque c'est précisément ce qui est en question. Dans une société dépourvue d'émotions et de sentiments de ce type, il n'y aurait pas eu d'expression spontanée des réponses sociales innées qui préfigurent un système éthique simple. Aucune floraison altruiste, aucune gentillesse quand c'est cela qu'il fallait, aucune censure quand c'est cela qui convenait, aucune conscience automatique de ces échecs. En l'absence des sentiments liés à ces émotions, les humains ne se seraient pas lancés dans des négociations ayant pour but de trouver des solutions aux problèmes se posant au groupe, par exemple, identifier et partager les ressources alimentaires, se défendre contre des menaces extérieures ou des disputes entre membres. Aucune sagesse ne se serait édifiée progressivement en ce qui concerne les relations entre situations sociales. Réponses naturelles et quantité de contingences comme des punitions et des récompenses encourues par le fait de permettre ou d'inhiber ces réponses naturelles. La codification de règles exprimées dans des systèmes juridiques et des organisations sociopolitiques est à peine concevable en pareilles circonstances, même si on suppose que l'appareil d'apprentissage, d'imagination et de raisonnement aurait pu rester intact en cas de désastre émotionnel, possibilité des plus invraisemblables. Le système naturel de navigation émotionnelle étant plus ou moins désactivé, l'ajustement de l'individu au monde réel n'aurait guère été possible. Surtout, la possibilité d'édifier un système de navigation sociale empirique, indépendamment du système naturel manquant, semble invraisemblable. Le scénario noir s'appliquerait également quelle que soit la façon dont on conçoit l'origine des principes éthiques qui orientent la vie sociale. Par exemple, si les principes éthiques étaient issus d'un processus de négociation sociale conduite sous l'influence des émotions sociales, les humains souffrant de lésions préfrontales ne se seraient pas lancés dans un tel processus et n'auraient même pas commencé à édifier de code éthique. Mais le problème se pose encore si on croit que ces principes sont advenus par le biais de la prophétie religieuse dispensée à certains élus. Selon cette option, la religion étant l'une des créations humaines les plus extraordinaires, il est peu probable que les humains dépourvus d'émotions et de sentiments sociaux de base auraient créé, au début, un système religieux. Comme nous le verrons au chapitre 7, les récits religieux ont pu apparaître en réponse à des pressions importantes, à savoir la tristesse et la joie analysées avec conscience, ainsi que le besoin de créer une autorité capable de valider et de soutenir les règles éthiques. En l'absence d'émotions normales, on n'aurait pas eu besoin de créer la religion. Il n'y aurait pas eu de prophètes, et il n'y aurait pas eu de fidèles animés par la tendance émotionnelle à respecter et à admirer une figure dominante investie d'un rôle de chef,
ou une entité ayant le pouvoir de protéger et de compenser les pertes, ainsi que la capacité à expliquer l'inexplicable. Il aurait été difficile de concevoir Dieu, un ou multiple. Cependant, les choses n'auraient pas mieux tourné si les prophéties religieuses avaient eu une origine surnaturelle, le prophète n'étant alors qu'un véhicule pour la révélation. Les principes éthiques auraient encore dû être inculqués à l'enfant humain innocent par punition et récompense, lesquels ne jouent précisément pas en cas de lésion préfrontale. La joie et la tristesse, pour autant qu'elles puissent être éprouvées en certaines circonstances par ces individus, ne sont pas reliées aux catégories du savoir personnel et social qui définissent les problèmes éthiques fondamentaux. Bref, qu'on voit les principes éthiques comme des développements naturels ou religieux, il semble qu'émotions et sentiments, précocement défectueux, ne soient pas de bon augure pour l'émergence du comportement éthique. L'élimination de l'émotion et du sentiment, de ce qui fait l'humain, entraîne un appauvrissement de l'organisation subséquente de l'expérience. Si les émotions et les sentiments sociaux ne se développent pas convenablement, et si la relation entre les situations sociales et la joie et la tristesse est rompue, l'individu ne peut catégoriser l'expérience des événements dans sa mémoire autobiographique selon un indice qui confère une valeur bonne ou mauvaise à ces expériences. Cela empêche toute construction ultérieure des notions de bien et de mal, à savoir l'édification culturelle raisonnée de ce qu'il faut considérer comme bien et comme mal, vu les effets bons ou mauvais produits. Neurobiologie et comportements éthiques. Il me semble qu'en l'absence des émotions sociales et des sentiments qui en résultent, même si on suppose, ce qui est peu probable, que les autres aptitudes intellectuelles pourraient rester intactes, les instruments culturels que nous appelons comportements éthiques, croyances religieuses, lois, droits et organisations politiques, ne seraient pas apparus ou auraient eu une conception intelligente d'un type bien différent. Une précaution toutefois. Je ne veux pas dire que les émotions et les sentiments à eux seuls ont causé l'apparition de ces instruments culturels. Premièrement, les dispositions neurobiologiques pouvant faciliter l'émergence de ces instruments culturels n'incluent pas seulement les émotions et les sentiments, mais aussi la mémoire personnelle à forte capacité qui permet aux humains de se doter d'une autobiographie complexe permettant de faire le lien entre sentiments, soi et événements extérieurs. Deuxièmement, expliquer la montée de l'éthique, de la religion, de la loi et du droit en termes simplement neurobiologiques est à peine envisageable. Il est raisonnable d'imaginer que la neurobiologie jouera un rôle important dans les explications futures. Toutefois, afin de comprendre de façon satisfaisante ces phénomènes culturels, il nous faut prendre en compte l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, la psychologie évolutionniste, ainsi que les découvertes dues aux chercheurs spécialistes d'éthique, de droit et de religion. En fait, il est probable que les explications intéressantes viendront d'une nouvelle branche de recherche ayant pour but de tester des hypothèses fondées sur la connaissance intégrée de toutes ces disciplines et de la neurobiologie. Une telle entreprise commence seulement à prendre forme et, quoi qu'il en soit, va bien au-delà de ce chapitre et de ma formation. Cependant, il semble sensé de suggérer que les sentiments ont constitué un fondement nécessaire pour les comportements éthiques bien avant que les êtres humains aient commencé à édifier de façon délibérée des normes intelligentes de conduite sociale. Les sentiments seraient entrés en jeu aux étapes antérieures de l'évolution, chez des espèces non humaines, et ils auraient constitué un facteur favorable pour l'établissement d'émotions sociales automatisées et de stratégies cognitives de coopération. Ma position quant à l'intersection de la neurobiologie et du comportement éthique peut se résumer comme suit. Les comportements éthiques constituent un sous-ensemble des comportements sociaux. Toute une gamme d'approches scientifiques permet de les étudier, de l'anthropologie à la neurobiologie. Ce domaine embrasse des techniques aussi diverses que la neuropsychologie, au niveau des systèmes à grande échelle, ou la génétique, au niveau moléculaire. Les résultats les plus fructueux devraient provenir d'approches combinées. L'essence du comportement éthique ne commence pas avec les humains. Les données obtenues sur les oiseaux, comme les corbeaux, et les mammifères, comme les chauves-souris, les loups, les babouins et les chimpanzés, indiquent que d'autres espèces peuvent se comporter d'une façon qui, à nos yeux raffinés, semble éthique. Ils expriment de la sympathie, de l'attachement, de l'embarras,
de la superbe orgueilleuse et de l'humilité soumise. Ils peuvent censurer et récompenser certaines actions de la part d'autrui. Les chauves-souris, par exemple, peuvent détecter les escrocs chez les collecteurs de nourriture de leur groupe et les punir. De même les corbeaux. Des exemples de ce type sont particulièrement frappants chez les primates et ne se limitent nullement à nos cousins les plus proches, les grands singes. C'est ainsi que les singes rhésus peuvent se comporter avec altruisme vis-à-vis de leurs congénères. Au cours d'une expérience étonnante menée par Robert Miller et analysée par Mark Hauser, on a observé des singes s'abstenir de tirer une chaîne qui aurait pu leur procurer de la nourriture si l'actionner faisait que d'autres singes recevaient un choc électrique. Certains ne mangeaient pas pendant des heures, des jours même. Les animaux les plus capables de se comporter de façon altruiste étaient ceux qui connaissaient la cible potentielle du choc. La compassion ici fonctionnait mieux avec les singes familiers qu'avec les étrangers. Et ceux qui avaient reçu un choc avaient plus de chances de se comporter de façon altruiste. Les êtres non humains peuvent assurément coopérer ou non au sein de leur groupe. Cela peut déplaire à ceux qui croient que ce comportement est une caractéristique exclusivement humaine. Comme s'il ne suffisait pas que Copernic nous ait dit que nous ne sommes pas au centre de l'univers, que Charles Darwin nous ait révélé nos origines inférieures et que Sigmund Freud nous ait enseigné que nous ne maîtrisons pas entièrement notre comportement, nous devons aussi concéder que, même dans le domaine de l'éthique, il existe des précurseurs et des descendants. Mais le comportement éthique humain a un niveau d'élaboration et de complexité qui le distingue des autres. Les règles éthiques créent des obligations humaines pour l'individu qui y est initié. La codification est humaine. Les récits, que nous avons construits autour de la situation en jeu, sont humains aussi. Nous pouvons à la fois estimer qu'une partie de notre conformation biologique, psychologique, a eu des commencements qui n'étaient pas humains, et penser que la condition humaine nous confère une dignité unique. Le fait que nos créations culturelles les plus nobles aient des précurseurs n'implique pas non plus que les humains ou les animaux aient une nature sociale unique et figée. Il existe diverses sortes de nature sociale, bonnes et mauvaises, résultant des caprices de la variation évolutive, du genre et du développement personnel. Comme Franz de Waal l'a montré, il y a des singes mauvais, des chimpanzés agressifs et portés à défendre leur territoire, et de bons singes, les bonobos, dont la personnalité extraordinaire ressemble à un mariage entre celle de Bill Clinton et celle de Mère Teresa. La construction que nous appelons éthique chez les humains a pu n'être au début qu'une partie d'un mécanisme général de biorégulation. L'embryon des comportements éthiques aurait été une autre étape incluant tous les mécanismes non conscients et automatiques qui permettent une régulation métabolique, les besoins et les motivations, les émotions de divers types, et les sentiments. Surtout, les situations évoquant ces émotions et ces sentiments plaident pour des solutions incluant une coopération. Il n'est pas difficile d'imaginer l'émergence de la justice et de l'honneur à partir de la coopération en actes. Et puis, une autre couche encore d'émotions sociales, exprimée sous la forme de comportements de domination ou de soumission au sein du groupe, aurait pu jouer un rôle important dans l'échange actif qui fait la coopération. On peut raisonnablement croire que les humains équipés de ce répertoire d'émotions et dont les caractéristiques de personnalité comprennent des stratégies de coopération ont eu plus de chances de survivre et de laisser davantage de descendants. Cela aurait permis de jeter les bases génétiques de cerveaux capables de produire un comportement coopératif. Cela ne signifie pas pour autant qu'il existe un gène du comportement coopératif, ni même du comportement éthique en général. Il suffirait en effet de la présence conjointe des nombreux gènes pouvant doter les cerveaux de certaines régions à circuits et du câblage afférent, par exemple des régions comme le lobe frontal ventromédian, qui peuvent faire le lien entre certaines catégories d'événements perçus et certaines réponses de l'ordre de l'émotion-sentiment. En d'autres termes, certains gènes, travaillant de concert, auraient favorisé la construction de certaines composantes cérébrales et leur action régulière, ce qui, en retour, dans les bonnes conditions d'exposition environnementale, aurait rendu plus probable certaines formes de stratégies cognitives et de comportement dans certaines circonstances. Par essence, l'évolution aurait doté nos cerveaux de l'appareil nécessaire pour reconnaître certaines configurations cognitives et déclencher certaines émotions liées à la gestion des problèmes ou des situations créées par ces configurations.
La modulation précise de ce remarquable appareil aurait dépendu de l'histoire et de l'habitat de l'organisme se développant. Afin qu'on ne pense pas que l'évolution et le patrimoine génétique qu'elle nous a légué a tout fait à merveille en nous apportant tous ces bons comportements, je voudrais souligner que les émotions douces et l'altruisme adaptatif relèvent du groupe. Dans le monde animal, ces groupes peuvent être des bandes de loups et des troupes de singes. Chez les humains, ce sont la famille, la tribu, la ville et la nation. Pour ceux qui sont hors du groupe, l'histoire de l'évolution de ces réponses montre qu'elles ont été rien moins que sympathiques. Les émotions douces peuvent facilement devenir mauvaises et brutales lorsqu'elles sont dirigées hors des cercles qui sont leur cible naturelle. Le résultat est la colère, le ressentiment et la violence, tout ce qu'on peut estimer constituer un possible embryon des haines tribales, du racisme et de la guerre. C'est le moment de nous souvenir que le meilleur du comportement humain n'est pas nécessairement placé sous le contrôle du génome. L'histoire de notre civilisation, dans une certaine mesure, est celle de l'effort soutenu pour étendre les meilleurs des sentiments moraux à des cercles humains de plus en plus larges, au-delà des restrictions des groupes, au point d'embrasser toute l'humanité. Que nous soyons encore loin du compte est aisé à saisir rien qu'en lisant les titres des journaux. Il y a aussi une zone d'ombre plus naturelle à combattre. La dominance, comme son complément, la soumission, est une composante importante des émotions sociales. La dominance a un aspect positif, en ce que les créatures dominantes ont tendance à fournir des solutions aux problèmes qui se posent à leur communauté. Elles mènent les négociations et conduisent les guerres. Elles offrent eau, fruits et abri. Elles apportent prophétie et sagesse. Mais ces individus dominants peuvent aussi devenir des brutes, des tyrans et des despotes, en particulier lorsque la dominance va de pair avec son jumeau néfaste, le charisme. Ils peuvent mener de mauvaises négociations et conduire les autres dans de mauvaises guerres. Chez ces créatures, la manifestation des émotions douces est réservée à un groupe extrêmement petit, composé d'elles-mêmes et de leurs intimes. De même, la soumission, qui peut jouer un rôle si utile pour parvenir à un accord et au consensus à l'occasion d'un conflit, peut aussi favoriser la couardise face à la tyrannie et la chute de tout un groupe par simple excès d'obéissance. En tant que créatures conscientes, intelligentes et créatives immergées dans un environnement culturel, nous autres humains sommes capables de former des règles éthiques, de structurer leur codification juridique et de concevoir comment appliquer le droit. Nous resterons impliqués dans cet effort. L'aspect collectif des organismes interactifs, dans un environnement social et dans la culture que cet aspect collectif produit, est aussi important, sinon plus, pour la compréhension de ces phénomènes, même si la culture est en elle-même conditionnée dans une large mesure par l'évolution et la neurobiologie. Assurément, le rôle bénéfique de la culture dépend, dans une large mesure, de la justesse des connaissances scientifiques portant sur les êtres humains que la culture utilise pour se forger un avenir. Et c'est précisément là que la neurobiologie moderne, intégrée aux apports plus traditionnels des sciences sociales, peut faire une différence. C'est en grande partie pour les mêmes raisons que le fait d'élucider les mécanismes biologiques sous-jacents aux comportements éthiques ne signifie pas que ces mécanismes et leur dysfonctionnement soient la cause assurée d'un comportement donné. Ils peuvent être déterminants, mais pas nécessairement. Le système en jeu ici est si complexe et stratifié qu'il fonctionne avec une certaine liberté. Je crois, on ne s'en étonnera pas, que les comportements éthiques dépendent du fonctionnement de certains systèmes cérébraux. Mais ces systèmes ne sont pas des centres, nous n'avons pas un ou plusieurs centres moraux. Même le cortex préfrontal ventromédian ne doit pas être conçu comme un centre. De plus, les systèmes qui sous-tendent les comportements éthiques ne sont probablement pas exclusivement dédiés à l'éthique. Ils sont consacrés à la régulation biologique, à la mémoire, à la prise de décision et à la créativité. Les comportements éthiques sont les effets secondaires merveilleux et très utiles de ces autres activités. Pourtant, je ne vois pas de centre moral dans le cerveau, et même pas de système moral en tant que tel. Dès lors, le rôle fondateur des sentiments est lié à leur fonction naturelle, qui est la gestion de la vie. Depuis que les sentiments sont apparus, leur rôle naturel aurait été de nous informer sur notre situation de vie
et de la faire entrer en ligne de compte dans l'organisation de notre comportement. Et c'est précisément parce que les sentiments continuent à faire de même que je crois aussi qu'ils doivent jouer un rôle essentiel dans l'évaluation actuelle, le développement et même l'application des instruments culturels auxquels nous avons fait allusion ici. Si les sentiments sont l'indice de l'état vital au sein de chaque organisme humain vivant, ils peuvent aussi l'être dans n'importe quel groupe humain, petit ou grand. Une réflexion intelligente sur la relation entre les phénomènes sociaux et l'expérience des sentiments, que sont la joie et la tristesse, semble indispensable pour mener à bien l'activité humaine ancestrale consistant à imaginer des systèmes de justice et d'organisation politique. Et ce qui peut être plus important encore, les sentiments, en particulier la joie et la tristesse, peuvent inspirer la création dans l'environnement physique et culturel de conditions favorisant moins de douleur et davantage de bien-être pour la société. Dans cette direction, les développements nouveaux de la biologie et le progrès des technologies médicales ont amélioré la condition humaine de façon nette ce dernier siècle. De même les sciences et les technologies liées à la gestion de l'environnement physique, et les arts dans une certaine mesure, et la croissance de la richesse dans les nations démocratiques dans une certaine mesure aussi. Homéostasie et gouvernement de la vie sociale. La vie humaine est d'abord régulée par les procédés naturels et automatiques de l'homéostasie, l'équilibre métabolique, les appétits, les émotions et ainsi de suite. Ce dispositif, particulièrement performant, garantit quelque chose d'assez étonnant. Toutes les créatures vivantes ont accès à des solutions automatiques pour gérer leurs problèmes de base dans leur vie en fonction de leur complexité et de celle de leur niche environnementale. Cependant, la régulation de notre vie adulte doit aller au-delà de ces solutions automatiques, parce que notre environnement est si complexe d'un point de vue physique et social qu'un conflit apparaît aisément par suite de la compétition qui règne pour les ressources nécessaires à la survie et au bien-être. Des processus simples, comme accéder à de la nourriture et trouver un partenaire, deviennent des activités compliquées. S'y ajoutent beaucoup d'autres processus élaborés, la production industrielle, le commerce, la banque, la santé, l'éducation et les assurances, et nombre d'autres activités de base dont l'ensemble constitue une société pourvue d'une économie. Notre vie doit être régulée non seulement par nos désirs et nos sentiments, mais aussi par notre souci à l'égard des désirs et des sentiments des autres, tels qu'ils s'expriment à travers des conventions sociales et des règles de comportement éthique. Ces conventions et ces règles, ainsi que les institutions qui les font respecter, religion, justice et organisations sociopolitiques, deviennent des mécanismes produisant une homéostasie au niveau du groupe social. En retour, des activités comme la science et la technologie assistent les mécanismes d'homéostasie sociale. Aucune des institutions impliquées dans le gouvernement du comportement social n'est vraiment considérée comme un procédé servant à réguler la vie, peut-être parce qu'elles échouent, souvent, à faire correctement leur travail, ou parce que leurs buts immédiats masquent leur connexion avec le processus de la vie. Cependant, le but ultime de ces institutions est précisément la régulation de la vie dans un environnement particulier. Moyennant de légères variations d'accentuation sur l'individuel ou sur le collectif, directement ou indirectement, le but ultime de ces institutions consiste à promouvoir la vie, à éviter la mort, à développer le bien-être et à réduire la souffrance. Ce fut important pour les humains parce que la régulation automatique de la vie ne peut aller aussi loin lorsque l'environnement, dès lors qu'il cesse d'être seulement physique pour devenir aussi social, devient extrêmement complexe. Sans l'aide de la délibération, de la pédagogie et d'instruments formels de culture, les espèces non humaines ont des comportements utiles qui vont du plus trivial, trouver de la nourriture ou un partenaire, au plus sublime, manifester de la compassion vis-à-vis d'autrui. Qu'en est-il de nous autres humains ? Nous ne pouvons assurément faire l'économie de tout notre appareil inné de comportement. Et pourtant, il est évident que, lorsque les sociétés humaines sont devenues plus complexes, et certainement pendant les 10 000 ans et plus depuis que l'agriculture est apparue, la survie et le bien-être humain ont dépendu d'une forme supplémentaire de gouvernement non automatisé, s'exerçant dans l'espace culturel et social. Je me réfère ici à ce qu'on associe ordinairement au raisonnement et à la liberté de décision.
Les humains ne se contentent pas de montrer de la compassion à un autre être qui souffre, comme les bonobos ou d'autres espèces non humaines. Nous savons que nous ressentons de la compassion. Et par conséquent, sans doute, nous faisons quelque chose quant aux circonstances qui ont présidé aux événements qui ont d'abord provoqué cette émotion et ce sentiment. La nature a eu des millions d'années pour parfaire les procédés automatiques d'homéostasie, alors que les procédés non automatiques n'ont qu'une histoire de quelques milliers d'années. Je vois cependant d'autres différences notables entre les régulations automatiques et non automatiques de la vie. Une différence tient au but, par opposition aux façons de faire. Les buts et les façons de faire des procédés automatisés sont bien établis et efficaces. Cependant, quand on se penche sur les procédés non automatiques, on voit qu'alors que certains buts font l'objet d'un consensus, ne pas tuer autrui par exemple, beaucoup sont encore ouverts à la négociation et restent à déterminer. Par exemple, comment exactement aider les malades et les nécessiteux. De plus, les façons de faire pour atteindre tous les buts ont remarquablement varié selon le groupe humain et la période de l'histoire. Ils sont tout sauf fixés. Les sentiments ont sans doute contribué à articuler les buts qui définissent l'humanité sous sa forme la plus raffinée. Ne pas faire de mal aux autres, faire du bien aux autres. Cependant, l'histoire de l'humanité est celle de la lutte pour trouver des façons de faire acceptables afin de réaliser ces buts. On pourrait dire que les buts du marxisme, malgré leur étroitesse, étaient louables à certains égards, puisque l'intention explicite était de créer un monde juste. Et pourtant, les façons de faire des sociétés qui ont développé le marxisme ont été désastreuses parce que, entre autres raisons, elles sont fréquemment entrées en conflit avec des mécanismes bien établis qui relèvent de la régulation automatique de la vie. Le bien de la collectivité dans son ensemble requérait souvent la souffrance de beaucoup. Le résultat a été une tragédie humaine. La nouveauté et la fragilité des procédés non automatiques sont facilement démontrées par le nazisme, dont les buts comme les façons de faire étaient profondément erronés. À bien des égards, donc, les procédés non automatiques relèvent du work in progress. Ils se débattent encore, avec l'énorme difficulté consignant à négocier les buts et découvrir les façons de faire qui ne violent pas d'autres aspects de la régulation de la vie. Dans cette perspective, je crois que les sentiments restent essentiels pour préserver les buts que le groupe culturel estime inviolables et devant être parfaits. Ils sont aussi un guide nécessaire pour inventer et négocier les façons de faire qui n'entreront pas en conflit avec la régulation de base de la vie, jouant ainsi comme le but recherché. Les sentiments sont aussi importants aujourd'hui que lorsque les humains ont découvert pour la première fois que tuer d'autres humains était problématique. On doit considérer les conventions sociales et les règles éthiques comme des extensions des dispositifs homéostatiques de base au niveau de la société et de la culture. Le résultat de l'application de ces règles est le même que celui des procédés homéostatiques de base comme la régulation métabolique ou les appétits, un équilibre de vie assurant survie et bien-être. L'extension ne s'arrête pas là, toutefois. Elle atteint les niveaux d'organisation les plus élevés dont font partie les groupes sociaux. La Constitution qui gouverne un État démocratique, les lois qu'encadre cette Constitution et l'application de ces lois par un système judiciaire représentent aussi des procédés homéostatiques. Ils sont liés par un long cordon ombilical à l'autre forme de régulation homéostatique qui est leur modèle, les appétits, désirs, les émotions, sentiments et le gouvernement conscient des deux. Et de même, au XXe siècle, le développement chancelant d'instances mondiales de coordination sociale, comme l'Organisation mondiale de la santé, l'UNESCO ou les Nations unies en dénigré. Toutes ces institutions peuvent être considérées comme des éléments favorisant l'homéostasie sur une large échelle. Malgré les bons résultats qu'elles obtiennent souvent, ces instances souffrent cependant de nombreux maux et leur politique est souvent inspirée par des conceptions déficientes de l'humanité qui ne prennent pas en compte les données scientifiques nouvelles. Pour autant, leur présence imparfaite constitue un signe de progrès et une lueur d'espoir, même s'il est faible. L'étude des émotions sociales n'en est qu'à ses débuts. Si les recherches cognitives et neurobiologiques sur les émotions et les sentiments peuvent joindre leurs forces, par exemple à celles de l'anthropologie et de la psychologie évolutionniste, il est probable que certaines des suggestions contenues dans ce chapitre pourront être testées.
Nous verrons mieux alors comment biologie et culture humaine s'imbriquent malgré leur apparente désunion, et nous pourrons imaginer comment le génome et les environnements physiques et sociaux ont interagi pendant la longue histoire de l'évolution. Ce qui précède, je le répète, sont des idées dont les mérites restent à évaluer. Une proposition formelle sur la neurobiologie des comportements éthiques est hors du champ de ce livre, de même qu'une discussion de ces idées dans une perspective historique. Le fondement de la vertu. J'écrivais au début de ce livre que mon retour à Spinoza a été dû à un hasard alors que j'essayais de vérifier une citation que j'avais conservée sur un bout de papier tout jauni, mon lien avec le Spinoza que j'avais lu il y avait longtemps. Pourquoi donc avais-je gardé cette citation ? Peut-être parce que j'avais eu l'intuition qu'elle contenait quelque chose de lumineux. Mais jamais je n'avais pris la peine de l'analyser en détail jusqu'à ce qu'elle voyage de ma mémoire à la page sur laquelle j'étais en train de travailler. La citation est tirée du Scoli de la proposition 18 de la 4e partie de l'Éthique. Le fondement de la vertu est l'effort même pour conserver son être propre, et le bonheur consiste pour l'homme à pouvoir conserver son être. En latin, cela donne Virtutis fundamentum esse iptum conatum proprium esse conservandi, et felicitatem in eo consistere, quod homo sum esse conservare potest. Un commentaire sur les termes utilisés par Spinoza s'impose avant d'aller plus loin. Premièrement, comme je l'ai remarqué plus haut, le mot conatus peut se rendre par tentative, effort ou tendance. Et Spinoza avait en tête ces trois sens ou peut-être un mélange. Deuxièmement, le mot virtus ne renvoie pas seulement au sens moral traditionnel, mais aussi au pouvoir et à la capacité d'agir. J'y reviendrai. Curieusement, dans ce passage, il utilise le mot felicitas, qui se traduit par bonheur ou par félicité, plutôt que laetitia, qu'on peut traduire par joie, allégresse, plaisir et par bonheur. À première vue, ces mots ont l'air d'une description de la culture égoïste de notre époque, mais rien n'est plus éloigné de leur sens réel. Pour moi, cette proposition est la pierre de touche d'un système éthique généreux. Elle affirme qu'à la base de toute règle de comportement qu'on demande aux hommes de suivre, il y a quelque chose d'inaliénable, un organisme vivant, que celui qui le possède connaît parce que son esprit a construit un soi, a une tendance naturelle à préserver sa vie. Et l'état de fonctionnement optimal de l'organisme, subsumé par le concept de joie, résulte de la tentative réussie pour durer et perdurer. En termes bien américains, on pourrait réécrire ainsi la proposition de Spinoza. Je tiens ces vérités pour évidentes par elles-mêmes, à savoir que tous les humains sont créés de façon à tendre à préserver leur vie et à rechercher le bonheur, que leur bonheur provient de la tentative réussie pour ce faire, et que le fondement de la vertu repose sur ces faits. Peut-être ces résonances ne sont-elles pas une coïncidence. La formule de Spinoza suscite un écho, mais elle demande un peu d'analyse pour qu'on puisse apprécier tout son impact. Pourquoi le souci de soi doit-il être la base de la vertu ? La vertu ne relève-t-elle pas alors du seul soi ? Comment Spinoza passe-t-il du soi à tous les autres auxquels la vertu doit s'appliquer ? Cette transition, il l'opère en s'appuyant à nouveau sur des faits biologiques. Voici comment il procède. La réalité biologique de la préservation de soi donne lieu à la vertu parce que, selon notre besoin inaliénable de nous maintenir, nous devons nécessairement aider à préserver les autres soi. Si nous n'y parvenons pas, nous périssons et violons le principe fondamental. Nous abandonnons la vertu qui réside dans la préservation de soi. Le fondement secondaire de la vertu est donc la réalité de la structure sociale et la présence d'autres organismes vivants pris dans un système complexe d'interdépendance avec notre organisme. Nous sommes littéralement liés au bon sens du terme. L'essence de cette transition se trouve déjà chez Aristote, mais Spinoza la relie à un principe biologique, le mandat qu'est la préservation de soi. C'est là que se trouve la beauté de cette citation précieuse. Vue avec les yeux d'aujourd'hui, elle contient le fondement d'un système de comportement éthique, et ce fondement est biologique.
il est le résultat d'une découverte fondée sur l'observation de la nature humaine et non sur la révélation d'un prophète. Les êtres humains sont tels qu'ils sont, vivants et équipés d'appétit, d'émotions et d'autres procédés de préservation d'eux-mêmes, dont la capacité à connaître et à raisonner. La conscience, malgré ses limites, ouvre la voie à la connaissance et à la raison, lesquelles, en retour, permettent aux individus de découvrir ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien et le mal ne sont pas révélés. On les découvre individuellement et au moyen de l'accord entre êtres sociaux. La définition du bien et du mal est simple et élégante. Les objets bons sont ceux qui suscitent, de façon fiable et durable, les états de joie dont Spinoza pense qu'ils accroissent le pouvoir et la liberté d'agir. Les objets mauvais sont ceux qui produisent le résultat contraire. Leurs rencontres avec un organisme sont désagréables à celui-ci. Qu'en est-il des bonnes et des mauvaises actions ? Ce ne sont pas simplement des actions qui s'accordent ou non avec les appétits et les émotions individuelles. Les bonnes actions sont celles qui, tout en faisant le bien de l'individu via ses appétits et ses émotions naturelles, ne font pas de mal aux autres individus. Cette injonction est sans équivoque. Une action qui pourrait être personnellement bénéfique mais ferait du mal à autrui n'est pas bonne, parce que faire du mal à autrui nous hante toujours et fait parfois du mal à celui-là même qui a agi ainsi. Ce type d'action est donc mauvais, le bien qui suit d'une mutuelle amitié et d'une commune société. Le système construit des impératifs éthiques fondés sur la présence des mécanismes de préservation de soi chez chacun, mais sans oublier les éléments sociaux et culturels. Au-delà de chaque soi, il y a les autres, en tant qu'individus et quantité sociale, et leur préservation d'eux-mêmes, c'est-à-dire leurs appétits et leurs émotions, doit être prise en considération. Ni l'essence du conatus, ni l'idée selon laquelle le mal se fait à autrui est un mal qu'on se fait à soi-même ne sont l'invention de Spinoza. Sa nouveauté réside peut-être plutôt dans le mélange des deux. La tentative pour vivre en accord pacifique avec les autres est une extension de l'effort pour se préserver. Les contrats politiques et sociaux sont des prolongations de ce mandat biologique personnel. Nous sommes structurés d'une certaine manière. Nous sommes mandatés pour survivre et pour rendre notre survie plus agréable que douloureuse. De cette nécessité, il résulte un certain accord social. Il est raisonnable de supposer que la tendance à rechercher l'accord social a elle-même été incorporée dans nos mandats biologiques, du moins en partie, par suite de la réussite au cours de l'évolution de populations dont le cerveau exprimait beaucoup de comportements de coopération. Par-delà la biologie de base, on trouve un décret humain qui a aussi des racines biologiques, mais qui ne s'exprime que dans le cadre social et culturel. C'est un produit de la connaissance et de la raison. Spinoza l'a bien senti, que, par exemple, tous les corps, quand ils en heurtent d'autres plus petits, perdent autant de leur mouvement qu'ils en communiquent. C'est une loi universelle de tous les corps qui suit d'une nécessité de nature. De même, qu'un homme, quand il se rappelle une chose, s'en rappelle aussitôt une autre semblable ou qu'il avait perçue en même temps que la première, c'est une loi qui suit nécessairement de la nature humaine. Au contraire, que les hommes abandonnent ou soient contraints d'abandonner quelque chose du droit qu'ils ont de nature et s'astreignent à une certaine règle de vie, cela dépend d'un décret humain. Et, tout en accordant sans restriction que toutes choses sont déterminées en vertu des lois universelles de la nature à exister et à agir d'une certaine manière précise et déterminée, je maintiens que des lois de cette sorte dépendent d'une décision des hommes. Il aurait été content de savoir qu'une des raisons pour lesquelles ce décret humain a des racines culturelles est que la configuration du cerveau humain tend à faciliter sa pratique. Il est probable que la forme la plus simple de certains comportements nécessaires pour mettre en œuvre ce décret humain, comme l'altruisme réciproque et la censure, attend simplement de s'éveiller à l'occasion de l'expérience sociale. Nous avons durement travaillé pour formuler et parfaire ce décret humain, mais, dans une certaine mesure, nos cerveaux sont câblés pour coopérer les uns avec les autres dans le processus qui rend possible ce décret. Voilà pour la bonne nouvelle. La mauvaise,
c'est que beaucoup d'émotions sociales négatives ainsi que leur exploitation dans les cultures modernes rendent le décret humain difficile à mettre en pratique et à faire progresser. On n'insistera jamais assez sur l'importance des faits biologiques dans le système de Spinoza. Vu à la lumière de la biologie moderne, ce système est conditionné par la préservation de la vie. Le fait que la préservation de la vie dépend de l'équilibre de ses fonctions et donc de la régulation de la vie, le fait que le statut de la régulation de la vie s'exprime sous la forme des affects, la joie, la tristesse, et est modulé par les appétits, et le fait que les appétits, les émotions et la précarité de la vie peuvent faire l'objet d'une connaissance et d'une appréciation de la part de l'individu humain du fait qu'il est doté d'un soi, d'une conscience et d'une raison connaissante. Les humains conscients connaissent leurs appétits et leurs émotions, comme leurs sentiments, et ces derniers approfondissent leur connaissance de la fragilité de la vie et la changent en souci. Et pour toutes ces raisons exposées précédemment, ce souci passe du soi à autrui. Spinoza n'a jamais dit que l'éthique, le droit et la politique étaient des procédés homéostatiques. Mais cette idée est compatible avec son système, compte tenu de la façon dont il voit l'éthique, la structure de l'État et le droit en tant que moyen pour les individus de parvenir à l'équilibre naturel qui s'exprime dans la joie. On a souvent dit que Spinoza ne croyait pas au libre arbitre. Cette notion semble en effet en contradiction avec un système éthique dans lequel les êtres humains décident de se comporter d'une manière particulière en fonction d'impératifs clairs. Toutefois, Spinoza n'a jamais nié que nous ayons conscience de faire des choix et que, à tout propos, nous puissions faire des choix et contrôlions délibérément notre comportement. Il recommande sans cesse de renoncer à toute action que nous considérons comme mauvaise en faveur d'une que nous jugeons bonne. Pour le salut de l'homme, toute sa stratégie dépend de notre capacité à procéder à des choix délibérés. Le problème, selon lui, est que beaucoup de comportements qui semblent délibérés peuvent s'expliquer par les conditions antérieures de notre constitution biologique. Au bout du compte, tout ce que nous pensons et faisons résulte de certaines conditions et de certains processus antérieurs qu'il se peut que nous ne puissions contrôler. Mais on peut encore répondre catégoriquement non, aussi fermement et catégoriquement que Kant, aussi illusoire que soit la liberté de ce non. La proposition 18 de l'éthique a aussi une autre signification. Elle dépend du double sens du mot vertu, de l'accent mis sur le bonheur et des nombreux commentaires qui suivent dans les 4e et 5e parties. Nous atteignons un certain degré de bonheur en agissant en conformité avec notre tendance à nous préserver. En plus d'appeler à l'établissement d'un contrat social, Spinoza nous dit que le bonheur est le pouvoir d'être libre vis-à-vis de la tyrannie des émotions négatives. Le bonheur n'est pas une récompense due à la vertu. C'est la vertu elle-même. À quoi servent les sentiments ? Pourquoi donc avons-nous des sentiments ? Que nous apportent-ils ? Serions-nous mieux sans eux ? Ces questions sont traditionnellement considérées comme insolubles, mais je crois qu'on peut commencer à les aborder. Nous avons une certaine idée de ce que sont les sentiments, et c'est un premier pas pour tenter de découvrir pourquoi il existe des sentiments et ce qu'ils nous apportent. Nous venons de voir le rôle essentiel que jouent de concert l'émotion et le sentiment dans le comportement social et, par extension, dans le comportement éthique. Et pourtant, un sceptique pourrait ne pas être convaincu et arguer que l'émotion non consciente suffirait à elle seule à orienter le comportement social ou que les encartages neuraux des états émotionnels suffiraient sans qu'il soit besoin que ces cartes deviennent des événements mentaux, c'est-à-dire des sentiments. Bref, il n'y aurait pas besoin d'esprit, et encore moins d'un esprit conscient. Tentons de répondre aux sceptiques. Voici la réponse à la question « Pourquoi ?». Afin que le temps coordonne la foule de fonctions corporelles dont dépend la vie, il a besoin de disposer de cartes sur lesquelles les divers systèmes du corps sont représentés à chaque moment. Le succès de cette opération dépend du caractère massif de l'encartage. Il est en effet essentiel de savoir ce qui se passe dans différents secteurs du corps, de sorte que certaines fonctions puissent être ralenties, arrêtées, mises en branle
et de sorte que les corrections nécessaires puissent être apportées au gouvernement de la vie de l'organisme. Pensons par exemple à une blessure locale, infligée de l'extérieur ou causée par une infection, ou au dysfonctionnement d'un organe comme le cœur ou les reins, ou encore un déséquilibre hormonal. Les cartes neurales qui sont essentielles au gouvernement de la vie se trouvent être la base même des états mentaux que nous appelons sentiments. Une étape de plus vient d'être franchie dans la réponse à la question pourquoi. Les sentiments sont probablement un produit dérivé de l'implication du cerveau dans la gestion de la vie. S'il n'existait pas de carte neurale de l'état du corps, il n'y aurait pas de sentiments. Ces réponses peuvent susciter certaines objections. Par exemple, on peut soutenir que, puisque les processus de base du gouvernement de la vie sont automatiques et non conscients, les sentiments qui sont conscients au sens courant du terme seraient superflus. Un sceptique dirait que le cerveau peut coordonner les processus vitaux et exécuter les corrections physiologiques nécessaires sur la seule base des cartes neurales, sans l'aide des sentiments conscients. L'esprit n'aurait pas besoin de connaître le contenu de ces cartes. Ce raisonnement n'est correct qu'en partie. Il est vrai, dans une certaine mesure, que les cartes de l'état du corps assistent le cerveau dans la gestion de la vie, même lorsque le propriétaire de l'organisme ne sait pas que ces cartes existent. Mais l'objection passe à côté d'un point important développé plus haut. Les cartes de l'état du corps ne fournissent qu'une assistance limitée sans sentiment conscient. Elles fonctionnent pour des problèmes ayant un certain degré de complexité, et pas plus. Lorsque le problème devient trop compliqué, quand il requiert un mixte de réponses automatisées et de raisonnements effectués sur la base du savoir accumulé, les cartes inconscientes ne servent plus à rien, et les sentiments doivent donner un coup de main. Qu'est-ce que le niveau des sentiments ajoute à la résolution de problèmes et à la prise de décision que le niveau des cartes neurales, pour ces tâches actuellement décrites par les neurosciences, ne peut permettre? Selon moi, la réponse est en deux parties, l'une renvoyant au statut des sentiments en tant qu'événements mentaux dans l'esprit conscient, et l'autre à ce que les sentiments représentent. Le fait que les sentiments soient des événements mentaux est pertinent pour la raison suivante. Ils nous aident à résoudre des problèmes non classiques impliquant créativité, jugement et prise de décision, lesquels exigent la manifestation et la manipulation de grandes quantités de connaissances. Seul le niveau mental des opérations biologiques permet l'intégration au bon moment des nombreuses informations nécessaires pour les processus de résolution de problèmes. Parce que les sentiments jouent au niveau mental requis, ils peuvent pénétrer dans l'arène de l'esprit et influencer les opérations. À la fin du chapitre 5, je reviendrai sur la question de savoir ce que le niveau mental du traitement neural apporte à l'organisme de plus que les autres niveaux. Ce que les sentiments apportent sur l'arène de l'esprit est tout aussi important. Les sentiments conscients sont des événements mentaux très présents qui attirent l'attention sur les émotions qui les ont engendrées et sur les objets qui ont déclenché ces émotions. Chez les individus qui ont aussi un soi autobiographique, à savoir le sentiment d'avoir un passé personnel et un avenir anticipé, ce qu'on appelle aussi conscience étendue, l'état de sentiment incite le cerveau à traiter de façon privilégiée les objets et les situations liées à l'émotion. Le processus d'appréciation conduisant à l'isolement de l'objet et au déclenchement de l'émotion peut être revu et analysé comme il convient. Surtout, les sentiments conscients attirent aussi l'attention sur les conséquences de la situation. Quel est l'objet qui a déclenché l'émotion en jeu? Comment l'objet causatif affecte-t-il la personne qui ressent? Quelles sont ses pensées maintenant? Dans le contexte autobiographique, les sentiments engendrent un souci pour l'individu qui les vit. Le passé, le présent et le futur anticipé sont convoqués et ont ainsi plus de chances d'influencer le raisonnement et la prise de décision. Lorsque les sentiments sont portés à la connaissance du soi au sein de l'organisme qui les possède, ils bonifient et amplifient le processus de gestion de la vie. La machinerie qui se trouve derrière les sentiments permet les corrections biologiques nécessaires à la survie en communiquant des informations explicites quant à l'état des différents composants de l'organisme à chaque moment.
Les sentiments apposent sur les cartes neurales concernées un timbre sur lequel on peut lire « Indique ça ». On pourrait résumer tout cela en disant que les sentiments sont nécessaires parce qu'ils sont l'expression au niveau mental des émotions et de ce qui se trouve sous elles. Ce n'est qu'au niveau mental du traitement biologique et dans la pleine lumière de la conscience qu'intervient une intégration suffisante du présent, du passé et de l'avenir anticipé. Ce n'est qu'à ce plan qu'il est possible aux émotions de créer, via les sentiments, le souci pour le soi individuel. La solution efficace des problèmes non classiques exige la flexibilité et la collecte intensive d'informations que les processus mentaux peuvent offrir, ainsi que le souci mental que les sentiments peuvent procurer. Le processus d'apprentissage et de remémoration des événements émotionnellement compétents est différent avec les sentiments conscients de ce qu'ils seraient sans eux. Certains sentiments optimisent l'apprentissage et la remémoration. D'autres, en particulier les sentiments extrêmement douloureux, perturbent l'apprentissage et inhibent, par protection, la remémoration. En général, le souvenir de la situation ressentie favorise, consciemment ou non, l'évitement des événements associés aux sentiments négatifs et la recherche de situations qui peuvent causer des sentiments positifs. On ne sera pas surpris de constater que la machinerie sous-jacente aux sentiments a perduré obstinément au cours de l'évolution. Les sentiments ne sont pas superflus. Toutes les rumeurs qui nous viennent du fond de nous-mêmes sont très utiles. Il n'est pas seulement question de se fier aux sentiments en tant qu'arbitre du bien et du mal. Il s'agit aussi de découvrir les circonstances dans lesquelles les sentiments peuvent arbitrer et d'accoupler de façon rationnelle circonstances et sentiments pour orienter le comportement humain.